Bienvenue. Aujourd'hui, on se penche sur une actualité assez chaude au Sahel, avec des manœuvres diplomatiques et économiques qui bougent pas mal les lignes. Oui, tout à fait. Au centre de tout ça, il y a cette initiative du Maroc. L'idée, c'est de proposer un accès à l'Atlantique, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, les pays de l'Alliance des États du Sahel, l'AES. C'est ça. On va essayer de décortiquer un peu cette offre, ses motivations, si c'est faisable, et puis ce que ça implique dans la région, notamment vis-à-vis de l'Algérie. C'est quand même un geste assez inattendu du Maroc, non ? Tendre la main comme ça à ses voisins enclavés, en pleine reconfiguration géopolitique. Bon, alors, on regarde ça de plus près. Absolument. Et c'est important de rappeler le contexte quand même. Ces trois pays de l'AES, bon, ils sont enclavés, ça c'est une chose, mais en plus leurs relations sont, disons, tendues. Tendues avec la CEDEAO qu'ils ont quittée, Oui, et même avec l'Algérie qui était pourtant un partenaire historique, surtout pour le Mali. On a eu cet incident récent du drone malien abattu par Alger, et puis le rappel des ambassadeurs. ah oui, c'est vrai. Donc voilà, l'initiative marocaine, elle arrive vraiment à un moment clé, un moment de tension euh, assez palpable. D'accord. Et concrètement, cette offre marocaine, elle date de quand ? Novembre 2023, c'est ça ? Oui, c'est ça, fin 2023. Et l'idée, c'est d'utiliser les ports marocains. On pense à Tangened, bien sûr, mais surtout au nouveau port de Dakhla, au Sahara occidental. Exactement. Dakhla est vraiment mis en avant dans ce projet. Et apparemment, ça avance. J'ai vu qu'il y a eu une réunion fin avril 2025 où les ministres des Affaires étrangères de l'AES ont rencontré le roi Mohamed VI et ont dit vouloir accélérer les choses. Oui, oui. La réaction des pays de l'AES a été très rapide. Et c'est ça qui est fascinant ici, pour beaucoup d'observateurs. Ah oui. Bien oui, certains y voient une manœuvre assez habile du Maroc dans ce contexte régional tendu. Le Maroc qui maintient le dialogue, qui se positionne comme un partenaire, là où les ponts sont un peu coupés avec la CEDEAO ou même l'Algérie. C'est une constance d'ailleurs dans la diplomatie marocaine récente envers ces pays. Là, ça devient vraiment intéressant. Qu'est-ce qu'on peut lire entre les lignes ? Quelles sont les motivations profondes du Maroc, au-delà de l'aide au désenclavement ? Alors il y a plusieurs niveaux probablement. J'imagine. Gagner en influence face à l'Algérie, le rival de toujours ? Ça c'est quasi certain. Renforcer sa présence économique aussi, son soft power. Le Maroc a déjà pas mal investi par le passé dans la santé par exemple. Mhm. Et puis, utiliser le port de Dakhla, comme vous le disiez, ça a une dimension politique évidente par rapport au Sahara occidental. Ça consolide en quelque sorte la position marocaine sur ce territoire. Oui, bien sûr. Et il y a aussi ce rôle plus discret que joue parfois le Maroc. On avait entendu parler d'une médiation pour la libération d'otages français au Burkina, par exemple, qui serait passée par Rabat. Tout à fait. Le Maroc joue sur plusieurs tableaux. Et du côté des pays de l'AES, qu'est-ce qui les pousse à accepter si vite? Pour eux aussi, les motivations semblent assez pragmatiques, non ? D'abord, trouver des alternatives au port de la CEDEAO. Après leur retrait et les restrictions commerciales, c'est logique. Oui, c'est une nécessité économique. Ensuite, diversifier les partenaires. Les relations avec la France se sont quand même beaucoup refroidies. C'est clair. Et peut-être aussi jouer un peu sur la rivalité algéro-marocaine, tenter d'en tirer C'est avantage. possible, oui. Et il ne faut pas oublier que ces régimes sont dirigés par de jeunes officiers qui cherchent à consolider leur pouvoir, leur légitimité. Donc ils sont sans doute plus ouverts à de nouveaux partenariats, à de nouvelles alliances qui peuvent les y aider. Donc un mélange de pragmatisme économique et de peut-être de calcul politique, de défiance envers les anciens partenaires. Probablement un peu de tout ça, oui. Mais revenons au concret. Est-ce que ce projet est vraiment faisable ? Parce que sur le papier, ça a l'air bien, mais il y a des obstacles quand même énormes, non ? Ah oui, là on touche au dur. Déjà, il n'y a pas de frontière terrestre directe entre le Maroc et ces pays de la CNES. Il faut passer par la Mauritanie. Exactement. La Mauritanie est incontournable géographiquement. Et puis, surtout, les infrastructures. Pour traverser des milliers de kilomètres dans cette région, les routes, les voies ferrées, c'est quasi inexistant, non ? C'est un désert en grande partie. C'est le défi majeur, clairement. Cela soulève une question importante sur la viabilité réelle du projet à court ou moyen terme. D'abord, la position de la Mauritanie. Elle n'a pas officiellement rejoint l'initiative, elle est un peu écartelée entre ses deux grands voisins, l'Algérie et le Maroc. C'est délicat pour Nouakchott. Je vois. Ensuite, la viabilité économique même. Certains analystes sont très sceptiques. Ils rappellent que les ports de la CEDEAO, Abidjan, Cotonou, Lomé, Dakar, sont objectivement beaucoup plus proches pour le Mali ou le Burkina Faso. Oui, géographiquement, c'est logique. Et peut-être aussi jouer un peu sur la rivalité algéro-marocaine, C'est sûr. tenter d'en tirer avantage. C'est possible, oui. Et il ne faut pas oublier que ces régimes sont dirigés par de jeunes officiers qui cherchent à consolider leur pouvoir, leur légitimité.
Donc ils sont sans doute plus ouverts à de nouveaux partenariats, à de nouvelles alliances qui peuvent les y aider. Donc un mélange de pragmatisme économique et de peut-être de calcul politique, de défiance envers les anciens partenaires. Probablement un peu de tout ça, oui. Mais revenons au concret. Est-ce que ce projet est vraiment faisable? Parce que sur le papier, ça a l'air bien, mais il y a des obstacles quand même énormes, non? Ah oui, là on touche au dur. Déjà, il n'y a pas de frontières terrestres directes entre le Maroc et ces pays de la CNES. Il faut passer par la Mauritanie. Exactement. La Mauritanie est incontournable géographiquement. Et puis surtout, les infrastructures. Pour traverser des milliers de kilomètres dans cette région, les routes, les voies ferrées, c'est quasi inexistant, non? C'est un désert en grande partie. C'est le défi majeur, clairement. Cela soulève une question importante sur la viabilité réelle du projet à court ou moyen terme. D'abord, la position de la Mauritanie. Elle n'a pas officiellement rejoint l'initiative, elle est un peu écartelée entre ses deux grands voisins, l'Algérie et le Maroc. C'est délicat pour Nouakchott. Je vois. Ensuite, la viabilité économique même. Certains analystes sont très sceptiques. Ils rappellent que les ports de la CEDEAO, Abidjan, Cotonou, Lomé, Dakar, sont objectivement beaucoup plus proches pour le Mali ou le Burkina Faso. Oui, géographiquement, c'est logique. Ou plus crûment, de manœuvres politiques, une simple monawer siasia. Une manœuvre politique sans réelle substance économique derrière, pour l'instant. C'est ce que certains disent. Sans oublier, bien sûr, le problème de l'insécurité qui reste majeur dans toute la bande sahélienne et qui complique énormément tout projet d'infrastructure d'envergure. D'accord. Et l'Algérie dans tout ça, comment est-ce que c'est perçu à Alger? J'imagine que ça ne doit pas faire plaisir. Ah non, c'est clair que c'est perçu comme une provocation directe, une tentative marocaine de marcher sur ses plates-bandes dans ce qui est considéré comme sa profondeur stratégique naturelle. Et la normalisation récente entre le Maroc et Israël, ça doit pas arranger les choses, j'imagine, du point de vue d'Alger. Ça exacerbe les tensions, oui. Alger voit ça comme une menace sécuritaire à ses portes. L'animosité entre les deux pays, elle est vraiment à un niveau très élevé. Certains analystes parlent même d'une situation de pré-guerre, c'est dire. Carrément. Oui, mais bon, il faut peut-être nuancer un peu quand même, si on place ça dans une perspective plus large. Allez-y. L'Algérie, elle, conserve des atouts importants. Sa proximité géographique directe avec le Mali et le Niger, c'est un avantage énorme. Les liens historiques, humains, culturels sont très forts. C'est vrai. Il y a des intérêts sécuritaires communs, objectifs dans la lutte contre le terrorisme. Et puis des projets énergétiques concrets. Sonatrach est présente au Niger et il y a toujours ce grand projet concurrent de gazoduc transsaharien depuis le Nigeria via le Niger et l'Algérie. Ah oui, le concurrent du projet Maroc-Nigeria. Exactement. Donc Alger n'est pas sans ressources. Et plus largement, tout ça s'inscrit dans une reconfiguration globale des alliances au Sahel. La France qui se retire ou est poussée dehors. La Russie qui renforce sa présence, la Turquie aussi qui est très active. On est vraiment dans un jeu multipolaire très complexe. Un sacré jeu d'équilibriste pour les pays sahéliens, au milieu de tout ça. Exactement. Et il n'est même pas totalement exclu d'ailleurs qu'on assiste à terme à un retour à une forme d'équilibre où ces pays de l'AES chercheront, par pragmatisme, à coopérer avec les deux grands voisins maghrébins, comme ça a pu être le cas par le passé, en fonction des dossiers. D'accord. Alors, pour résumer un peu tout ça, qu'est-ce que ça nous dit? On a une initiative marocaine qui est clairement stratégique, audacieuse même, avec des enjeux géopolitiques évidents, Oui, mais dont la réalisation concrète se heurte à des défis énormes, on l'a vu. des défis majeurs, oui. Et tout ça sur fond d'une rivalité algéro-marocaine qui est vraiment exacerbée, et plus largement d'une refonte profonde des partenariats et des influences au Sahel. C'est un sacré remue-ménage. C'est exactement ça. Et peut-être pour finir, une petite piste de réflexion. Au-delà de cette compétition pour l'accès à la mer, pour l'influence régionale, est-ce que cette situation ne met pas surtout en lumière finalement l'impératif urgent pour les pays sahéliens eux-mêmes? C'est-à-dire? L'impératif de définir, de construire des partenariats qui soient véritablement souverains, basés sur des intérêts et des bénéfices mutuels concrets, et qui leur permettent d'échapper un peu à ces logiques de bloc, à ces rivalités qui leur sont souvent un peu importées ou dans lesquelles ils sont pris en étau. Quel nouveau modèle de coopération sud-sud pourrait ou devrait émerger de tous ces bouleversements? C'est peut-être ça, la vraie question de